Dans le cadre des conditions de son père, une femme accepte d'épouser le fils d'un marquis démuni, mais elle ignore que leur famille cache un sombre secret. Dans une ferme française, Mathurin, le fils du marquis, supervise assidûment l'élevage de chevaux, qui est l'entreprise familiale. Pendant ce temps, le marquis Pierre de l'Espérance nettoie leur domaine en ruine lorsqu'il informe son oncle, le duc Ramondelot de Belot, que la femme aristocratique nommée Lucie Broadhurst épousera son fils. L'humeur de Ramondelot devient maussade car il est contre ce mariage, il se retire donc dans la bibliothèque pour éviter la conversation. Cependant, Pierre le suit dans la pièce et lit la correspondance entre la tante de Lucie, Madame Virginia Broadhurst, et Mathurin. Selon Virginia, Lucie est impatiente de rencontrer Mathurin, ce qui amène Ramondelot à penser que leurs sentiments réciproques se sont développés par l'échange de lettres. Pierre voit la situation de la même manière, car Mathurin souhaite que leur mariage arrangé se concrétise. Ramondelot n'en croit pas ses yeux, car il connaît Mathurin comme un homme maladroit. Pensant qu'il y a quelque chose de plus dans la lettre, Ramondelot la prend des mains de Pierre et poursuit sa lecture. Fidèle à son intuition, Madame Virginia mentionne dans la lettre le testament de Philippe Broadhurst. L'homme déclare que Lucie est son héritière et héritera de son domaine sous certaines conditions, elle épousera Mathurin et le cardinal Joseph de Ballot bénira leur mariage. Fort de cette information, Pierre ordonne à son oncle de convaincre le cardinal de bénir le mariage de son fils, car il n'a pas parlé avec lui depuis la naissance de Mathurin. Ramondelot refuse, et Pierre menace de dévoiler le secret qu'il garde depuis 45 ans, qu'il a empoisonné sa femme, la duchesse Florence de Ballot. D'abord indifférent, Ramondelot défie son neveu de lui montrer des preuves. Pierre révèle alors un vieux flacon contenant une substance en poudre et partage que ses empreintes sont encore visibles dessus. Craignant que sa réputation en souffre, Ramondelot finit par jurer de se soumettre à ses ordres. Cependant, il rappelle à Pierre qu'il commet une grande erreur, car Mathurin n'est pas encore baptisé. Pierre lui assure qu'il n'y a rien à craindre, car il a déjà organisé le baptême de son fils. Cependant, Ramondelot croit que rien ne pourra changer la nature de Mathurin, mais Pierre l'ignore. Plus tard dans la journée, Pierre rencontre le prêtre local, et l'homme lui présente ses deux assistants, Théodore et Modeste. Par hospitalité, Pierre leur offre une boîte de chocolat, mais le prêtre leur interdit d'en prendre plus d'un. Ignorant le comportement autoritaire du prêtre, Pierre ordonne ensuite à leur seule aide, Iphanie, de donner un verre au prêtre. Peu après, Pierre prépare Mathurin lui-même, car il ne veut pas que leur visiteur découvre le secret de son fils. Pour cette raison, Pierre prend les objets essentiels pour le baptême auprès du prêtre et célèbre lui-même la cérémonie. Quant à son oncle, Ramondelot essaie de contacter le cardinal Joseph, mais son secrétaire, Roberto, l'informe avec regret qu'il est toujours en mission en Afrique. Roberto se demande qui est l'appelant, et Ramondelot se présente. Inopinément, le secrétaire raccroche, laissant le duc sans voix. Pendant ce temps, Lucie, accompagnée de sa tante Virginia, se rend au château de l'Espérance, mais elle rencontre un arbre tombé qui bloque la route. Lucie profite de l'occasion pour prendre des photos de la forêt, car elle est passionnée par la nature. Quelques instants plus tard, elles arrivent au château, et Ramondelot accueille les deux femmes à l'intérieur. Lorsqu'ils se présentent, il leur informe que Pierre, le maître des lieux, ne les a pas encore rencontrés car il est toujours en train de laver son fils. Virginia est confuse par ces paroles, mais le duc refuse de donner plus d'explications. Ensuite, Ramondelot leur demande si elles vont attendre dans leur chambre, mais Virginia refuse. Elle préfère attendre Pierre et Mathurin dans la salle d'accueil. Une fois installée, Virginia demande à Ramondelot si Pierre est au courant du testament de Philippe, mais le duc évite la question. Il conseille à Virginia de demander directement à Pierre, car il est responsable du mariage de Lucie et Mathurin. Curieuse, Lucie intervient dans leur conversation et demande si les rumeurs de fantômes dans leur domaine sont vraies, mais le duc le nie. Cependant, Lucie est insatisfaite car elle a lu dans le livre de la comtesse Romilda de l'Espérance, qu'elle a décrit des fantômes il y a 200 ans. En entendant son nom, Ramondelot se souvient de la comtesse, mais il précise qu'elle n'a jamais écrit quoi que ce soit. Tout ce qu'il sait, c'est que leur ancêtre leur a laissé un dessin dans son journal de plantes. Lucie, intéressée, découvre que le duc le porte depuis tout ce temps. Excitée, elle s'approche de lui et feuillette le journal, mais le duc la prévient que les pages sont fragiles, et qu'elle doit être délicate. Il lui demande ensuite de tourner à la page 115b, et lorsqu'elle obéit, Lucie se demande ce que Romilda veut dire avec la créature ressemblant à une bête qu'elle a illustrée. En plus du dessin cryptique, Ramondelot leur montre le corset de Romilda, retrouvé dans l'étang. Il souligne qu'il porte des traces de griffes, et Virginia confirme leur présence. Soudain, le duc panique en entendant le cri de Pierre et se précipite à l'extérieur. Pendant son absence, Lucie remarque une note manuscrite encadrée en exposition et essaie de la montrer à sa tante. Derrière le cadre,
Lucie réalise qu'il y a une illustration obscène d'un animal et d'un humain. Lucie trouve cela étrange, mais elle ne peut nier ressentir un frisson de désir. Avant qu'elle ne puisse l'examiner davantage, Pierre lui arrache le cadre des mains et le remet à sa place. Il leur conseille de ne pas croire les histoires de Ramondelot, insistant sur leur absurdité. De plus, il réfute les rumeurs d'une bête qui arriverait tous les 200 ans dans leur résidence. Changeant de sujet, Pierre s'excuse pour le manque de confort, mais Lucie lui assure que cela ne la dérange pas, car elle aime les forêts et les animaux. Pierre appelle Ifani pour les aider à s'installer dans leur chambre, mais leur aide n'est toujours pas arrivée, ce qui l'agace. Inconnu de lui, Ifani est actuellement occupée à avoir une liaison intime avec la fille de Pierre, Clarisse. Leur moment est interrompu lorsque Pierre appelle à nouveau Ifani avec colère, et l'homme commence immédiatement à s'habiller. En arrivant en bas, Ifani remet à Pierre une note de Ramondelot. Pierre lit la note et apprend que le secrétaire du cardinal a raccroché lorsqu'il a entendu le nom du duc. Bien que déçu, Pierre ordonne à Ifani de prendre les bagages de leurs invités. Il se tourne ensuite vers eux, mais Virginia est curieuse de savoir où se trouve le cardinal. Pierre ment en disant que le cardinal pourrait arriver à tout moment, pour sauver la face. Quelques instants plus tard, dans la chambre de Lucie, la femme ouvre le compartiment du prie-dieu et trouve 2 livres. Le premier porte sur des sermons, mais Lucie ne s'y intéresse pas et le pose. Le second, cependant, illustre une relation bizarre entre une créature mythique et un humain, ce qui l'intéresse. Cependant, elle entend un coup frapper à la porte, l'incitant à rendre le livre et à divertir son visiteur. Il s'avère que c'est leur chauffeur qui lui apporte ses bagages. En bas, Modeste joue du piano, tandis que le prêtre gâte et embrasse Théodore. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Pierre aide son fils à se préparer pour rencontrer Lucie. Mathurin avoue qu'il a peur, mais Pierre tente de le rassurer en lui rappelant qu'il a été baptisé, ce qui signifie que le péché originel a été effacé. Il lui dit qu'il ne se sent courageux que lorsque Lucie est loin, mais maintenant, il commence à oublier tout ce que Pierre lui a appris. Pour apaiser le pessimisme de son fils, Pierre l'encourage en complimentant son apparence. Après avoir pris soin de Mathurin, Pierre se rend à la bibliothèque et confronte Ramondelot au sujet de sa note, pensant qu'il ment. Le duc insiste sur le fait que c'est la vérité et explique que le cardinal refuse de parler aux païens. Pour cette raison, Pierre lui ordonne d'appeler le cardinal et de l'informer que Mathurin a enfin été baptisé. Pourtant, Ramondelot semble découragé, car le secrétaire raccroche dès qu'il entend son nom. Pierre reste sceptique à son égard, il menace donc de révéler son secret au cardinal. Bien qu'il soit préoccupé par sa réputation, Ramondelot se soucie davantage de Mathurin, croyant que Pierre privilégie la richesse au détriment de son fils. Blessé par cette supposition, Pierre souligne qu'ils ont besoin d'argent car leur domaine s'effondre et que leurs terres sont stériles. Par conséquent, il est déterminé à faire en sorte que le mariage ait lieu, car il pense que Lucie les sauvera. Immédiatement, Pierre contacte le cardinal et met Ramondelot au téléphone. Encore une fois, le secrétaire raccroche après avoir entendu son nom, à leur grand désarroi. Pierre croit son oncle, il envoie donc un télégramme au cardinal et prend la responsabilité de l'inviter. Pour rendre son invitation convaincante, Pierre met en avant le fait que Mathurin a enfin été baptisé et l'invité à leur dîner plus tard. Après cela, Pierre, accompagné de Mathurin, conclut un accord avec le prêtre concernant le baptême qui a eu lieu plus tôt. Pierre demande au prêtre de témoigner que le baptême de Mathurin a respecté les règles de l'Église. De plus, il lui rappelle qu'ils n'ont jamais eu de mauvaises relations avec l'Église, ce que le prêtre ne peut nier. Il ordonne alors à Mathurin de réciter ce qu'il fera après le mariage. Conformément, Mathurin révèle qu'il réparera le toit de l'église et commandera une cloche, dont le ton sera choisi par Lucie. Il souligne que ce sera comme les cloches du Vatican, ce qui ravit le prêtre. Pendant ce temps, dans la chambre de Clarisse, elle fait l'amour avec Ifani lorsqu'ils entendent la voix de Pierre appelant l'aide. Bien qu'attristé par l'interruption, le couple interrompt leur moment, car Ifani doit accomplir ses devoirs. À la bibliothèque, Pierre remet à Ifani un petit plateau contenant une rose et une petite enveloppe devant être livrée dans la chambre de Lucie. Pendant qu'Ifani est en route, Lucie profite de son moment de solitude. Soudain, elle entend frapper à la porte, ce qui la surprend. Elle quitte brusquement le lit et lorsqu'elle ouvre la porte, Ifani lui remet les cadeaux de Mathurin. La femme est trop stupéfaite pour s'en rendre compte, mais après que sa panique se dissipe, elle se sent touchée par ce geste. Curieuse, elle lit la lettre et se sent désirer que Mathurin soit impatient de l'épouser. Cependant, elle ignore que c'est Pierre qui a écrit le message. Pendant le dîner, Virginia est déçue de l'absence du cardinal, qu'elle croit être due à un sentiment d'hostilité envers la famille de Pierre ou la sienne. Le marquis le nie et insiste sur le fait qu'ils sont en bons termes, même dans leur église.
Le prêtre soutient ses affirmations en lui parlant de la promesse de Mathurin et Lucie de faire un don à l'église. Surpris, Virginia confronte Lucie à ce sujet, car elle n'était pas au courant de ce don. Lucie révèle qu'à travers leur correspondance, elle et Mathurin ont convenu de faire un don d'une cloche en bronze à l'église. Ensuite, Pierre demande à Virginia s'il est indiqué dans le testament de Philippe qu'il n'y a pas de délai pour le mariage. Partageant sa curiosité, Virginia quitte brusquement la table pour vérifier le document. Elle apprend que Philippe veut que le mariage ait lieu au plus tard 6 mois après son décès. Malgré cela, Pierre n'est pas dérangé car ils ont encore 48 heures. Il demande ensuite à examiner le testament, et Virginia lui remet le document à contre-cœur. Là, Pierre apprend que Philippe veut que Mathurin soit en bonne santé. Défensivement, le marquis admet que son fils avait l'habitude de fumer des cigarettes, mais il précise qu'il sait que c'est malsain. Concernant son bras plâtré, Pierre explique que Mathurin est tombé de son cheval et s'est cassé le bras. Inattendu, le maladroit Mathurin se défend en informant leurs invités qu'il a cessé de fumer des cigarettes. De plus, il partage qu'un médecin, un vétérinaire précisément, lui a donné un remède pour son bras blessé. Mathurin sort alors ses encas et commence à les dévorer négligemment. Pierre est contrarié par le comportement erratique de son fils, il tente donc de l'arrêter, ce qui le fait renverser le flûte de champagne. À cause de l'agitation, Virginia pense que le père de Lucie a fait une erreur en choisissant le mari de sa nièce. Plus tard, dans la chambre de Lucie, la femme est devant un miroir et essaie sa robe de mariée. À cause du vin, elle se sent somnolente, alors elle s'allonge sur son lit et s'endort instantanément. Dans son rêve, elle prend la forme de l'ancêtre de Mathurin, la comtesse Romilda de l'Espérance, qui joue du clavecin. La femme interrompt brusquement sa pratique lorsqu'elle découvre qu'un petit agneau s'est éloigné de sa mère, ce qui la préoccupe. Romilda poursuit immédiatement l'agneau dans la forêt, espérant l'attraper. Une fois au milieu de la forêt, elle devient horrifiée en découvrant le cadavre ravagé de l'agneau. Mais ce qui la dérange le plus, c'est la présence d'une bête hideuse perchée sur un arbre. De retour dans le présent, Pierre est réveillé lorsqu'un téléphone sonne, ce qui l'incite à vérifier, espérant qu'il s'agit d'un appel du cardinal. En arrivant à la bibliothèque, Pierre entend Ramondelot, qui encourage le cardinal Joseph à rester à Rome car il ne veut pas que Mathurin se marie. Il suppose que son grand-neveu périra s'il épouse Lucie, ce qui est quelque chose qu'il ne peut supporter de voir. Pour annuler le mariage, le duc essaie de révéler la vérité sur le baptême de Mathurin, mais avant qu'il ne puisse exécuter son plan, Pierre fait irruption dans la pièce. Se sentant trahi, le marquis prend le téléphone des mains de Ramondelot et le jette au sol. Il emmène son oncle dehors et le punit en lui tranchant la gorge. Le cri du duc réveille le prêtre et ses domestiques, alors Pierre leur rend visite et leur assure qu'il n'y a rien de quoi s'inquiéter. Malgré le bruit en bas, Lucie reste endormie et continue de rêver de Romilda et de sa rencontre avec une bête. Cette fois, Romilda fuyait encore la créature, bien que ses vêtements se soient accrochés aux branches. Déterminée à égarer le monstre, Romilda trouve un arbre gigantesque, alors elle décide de grimper dessus. Malheureusement pour elle, elle se retrouve coincée, suspendue à la branche, ce qui permet à la bête de la localiser. Brusquement, Lucie se réveille de son étrange mais vivant rêve, et elle est confuse de savoir si c'est réel. Elle suppose que Mathurin essaie de faire l'amour avec elle, alors pour le confirmer, elle se rend dans sa chambre. Cependant, elle le trouve endormi et entièrement vêtu, ce qui la fait croire que sa supposition est erronée. Sans autre choix, elle retourne dans sa chambre, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir l'excitation. Elle décide d'y faire face, mais elle s'endort en chemin. Pendant ce rêve, Romilda succombe à la séduction de la bête, et elle fait l'amour avec elle. La femme utilise la bête pour soulager ses désirs refoulés, ce qui cause sa mort par épuisement. Après une série de rêves étranges, Lucie se retrouve nue, croyant que Mathurin en a profité. Immédiatement, elle se rend dans sa chambre pour vérifier, mais elle est alarmée de le trouver allongé sur le sol. Inquiète, elle vérifie son pouls, mais elle le trouve sans vie. Paniquée, elle se rend dans la chambre de sa tante et frappe à la porte. Virginia est confuse de savoir pourquoi Lucie est nue, mais sa nièce est trop secouée pour formuler une phrase cohérente. À la place, Lucie convainc sa tante de la suivre et lui fait signe qu'elle n'a rien fait à Mathurin. Ces cris attirent l'attention de Pierre, du prêtre et de ses domestiques, qui la suivent jusqu'à la chambre de Mathurin. Juste au moment où il récupère le corps de Mathurin, le prêtre essaie de le déshabiller pour vérifier ses blessures, mais Pierre lui interdit. Il leur ordonne de l'aider à transporter son fils dans le salon, car il doit appeler à l'aide. En descendant les escaliers, Pierre appelle Ifani, mais l'aide ne peut pas répondre car il s'amuse avec Clarisse. Plus tard, dans le salon, le marquis doit partir parce qu'il doit contacter un médecin. En l'absence des hommes dans la pièce, Virginia profite de cette occasion pour déshabiller Mathurin.
Elle retourne le corps sans vie de l'homme, ce qui lui fait casser le plâtre en passant. Là, Virginia et Lucie sont horrifiées de découvrir que cela dissimule les griffes bestiales de Mathurin. Lorsque Mathurin est nu, Virginia trouve une queue attachée à son postérieur, ce qui confirme les rumeurs selon lesquelles Romilda a forniqué avec une bête. Esséurée par cette découverte, Virginia, avec Lucie, décide de quitter le domaine et de ne jamais revenir. Pierre essaie de les empêcher de partir, mais elle se dirige vers la bibliothèque pour s'échapper. Une fois dehors, elle tombe sur le cardinal Joseph et Robert, mais les femmes ne leur prêtent aucune attention. À l'intérieur de la résidence, le cardinal Joseph voit le triste destin de Mathurin, qu'il suppose inévitable. Il informe ensuite le prêtre que l'acte de son ancêtre est considéré comme le crime le plus odieux, car il dégrade l'homme. Pendant ce temps, sur la route, Lucie, le cœur brisé, s'endort, et Virginia la console. Encore une fois, elle rêve de Romilda, dans laquelle la comtesse procède à enterrer la bête sans vie à l'aide d'un tas de feuilles sèches. La femme rassemble ensuite ses derniers vêtements et court chez elle.